Malgré tout, moi je suis un défenseur des 2 premières saisons. Mais là, ce que je retrouve, ce sont les défauts d'écriture de Favreau qu'il a eu, entre autres, sur The Book of Boba Fett. Tu casses vraiment tout ce que tu as construit. Encore une fois, je me répète, mais là c'est pour dire, le gars se répète aussi lui-même dans ses erreurs. Je ne vais pas faire que critiquer John Favreau, la preuve là. Laze et Camille, c'était des amis de Luke Skywalker. Ils ont été créés et interprétés dès Un Nouvel Espoir, donc il y avait une scène coupée. Ça par contre je trouve ça très intéressant et très respectueux au niveau du lore. Alors peut-être que certains diront fan service, mais par contre, de la part de Favreau, j'ai trouvé ça vraiment bienvenu. Plo Koon et ses clones qui vont directement retrouver le sabre laser de Saifo Dyas dans l'épave, la scène dans le désert avec la tempête de sable. Visuellement parlant, c'est très intéressant. Filoni, je pense qu'il a une très bonne direction en termes visuels, en termes de storytelling. En fait, comme George Lucas, c'est-à-dire, il arrive vraiment à faire de belles choses visuelles, par exemple de belles batailles, comme dans l'épisode 3, la bataille de Kashyyyk, ou Tapao, les scènes de l'ordre 66. Vraiment, il a une identité visuelle, il arrive à créer des choses très intéressantes. Mais là où il y a une faiblesse, c'est au niveau du développement de ses personnages et de son écriture de scénario, de dialogue. En fait, on retrouve les mêmes défauts, les mêmes problèmes qu'avec George Lucas. Salut mes petits gros goûts, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, puisque nous allons évoquer le cas Jon Favreau, Dave Filoni. Alors, moi je vais vous dire une chose, le premier épisode de The Mandalorian saison 3, ça m'inquiète beaucoup. Ce que je vois sur les réseaux, c'est que beaucoup encensent cet épisode, personne n'y a vu ces grosses failles, et ça m'inquiète vraiment. Parce que, en général, ces mêmes personnes critiquent la postologie, à raison, hein. Vous savez très bien ce que je pense de la postologie, hein, vraiment. Mais par contre, puisque Favreau, il a mis un peu tout le monde d'accord, depuis The Mandalorian saison 1, aussi bien une bonne partie du grand public que les fans Star Wars, voilà. Il nous ramenait cet univers bien riche, très intéressant, très beau, malgré le côté quête de jeux vidéo et les faibles psychologies, mais ça ne va pas revenir dessus. Voilà, malgré tout, moi je suis un défenseur des 2 premières saisons. Mais là, ce que je retrouve, ce sont les défauts d'écriture de Favreau qu'il a eu, entre autres, sur The Book of Boba Fett, et personne ne s'en inquiète. J'ai l'impression que beaucoup perdent de leur objectivité. Donc moi, je vais traiter le cas Favreau, et William de la chaîne Blackbird Motion Studios s'occupera de la partie Filoni qui sera un peu plus conséquente parce que vous le savez très bien, oui, Jon Favreau a créé The Mandalorian, mais avec l'aide de Filoni. Lui, Favreau, l'idée qu'il avait eue à la base, ce qu'il voyait, c'était gros goût avec Luke. Finalement, Filoni lui a conseillé d'inclure les Mandaloriens, la culture mandalorienne, et on a vu ce que ça a donné. Voilà, c'était bien sympathique, mais là, ça commence à se casser la gueule. On retrouve vraiment cette écriture enfantine. On va commencer par exemple par IG-11. Alors là, Favreau se sabote lui-même. Tout ce qu'on a vu dans la saison 1, ça va perdre de son impact, et c'est dommage parce que c'est ce qui faisait l'intérêt et la force de ce personnage-là, sa reprogrammation par Quill. Le lien avec Mando qui n'avait pas du tout confiance en lui, finalement il a sauvé Grogu, voilà, on l'a vu, Quill s'est sacrifié, etc. Bref, finalement ensuite c'est IG-11 qui se sacrifie lui-même, même Mando était touché, vous vous souvenez, IG-11 il a dit que voilà, il entendait une certaine émotion dans sa voix, donc tout ça c'était vraiment très intéressant. Pourquoi au final nous le ramener? On sait ce que c'est, un système d'autodestruction, surtout pour un droïde. C'est-à-dire que tu ne peux pas récupérer sa mémoire, ce n'est pas possible. Tu comprends bien sûr l'intention de Dean. Voilà, on sait bien qu'il a eu un gros problème avec les droïdes. C'était le seul droïde en qui il pouvait se fier, il l'avait bien vu, son sacrifice, etc. Mais là, c'est vraiment ce type d'écriture encore pour enfants. Je veux dire, je ne sais combien de fois dans la vidéo ça. En fait, tu casses tout ce que tu écris et c'est pareil donc avec la séparation déchirante Grogu Din Djarin à la fin de saison 2 que moi j'avais trouvé excellent, beaucoup crié au fanservice, ce que je peux comprendre, mais moi là par contre ça ne m'a pas dérangé. Un an après, il y a The Book of Boba Fett, d'accord. Moi je m'attendais, comme je l'avais déjà dit, à ce que la saison 3 ce soit en fait ce qu'on nous a montré dans l'épisode 5 de The Book of Boba Fett réalisé par Bryce Dallas Howard. Excellent épisode, vraiment. Là enfin on approfondissait un peu plus la psychologie du personnage, il y avait enfin un développement. Bref, tout ça pour nous ramener gros goût finalement, bien sûr, pour la saison 3. Là, tu casses vraiment tout ce que tu as construit. Encore une fois, je me répète, mais là c'est pour dire, le gars se répète aussi lui-même dans ses erreurs, ça ne va pas. Également, l'écriture que je trouvais maladroite, c'est les pirates là. Là, on l'avait senti venir. Vous vous souvenez dans ma vidéo réaction?
Je reviendrai me venger avec d'autres amis. On sentait bien sûr que ça allait arriver à la fin d'épisode avec le gros boss, donc le chef des pirates. Ça, déjà, l'écriture était maladroite sur ce petit personnage. Qu'on lui explique, voilà, c'est une école, donc non, je veux boire mon verre ici. Fallait trouver autre chose parce que c'est vraiment ridicule. Le gars veut boire son verre en fait devant l'école. Je peux comprendre le passif entre lui et Griff Karga. Ça, aucun souci, très intéressant. On va revenir au chef, là, l'espèce de Swamp Thing, mais type série Z, parce que là ce n'est pas que l'écriture seulement. On sait bien, Favreau aussi chapeaute en tant que showrunner. Mais là, qu'est-ce que c'est que ça, en fait, vraiment? Qu'est-ce que c'est que ce méchant? Alors, avec son faciès, oui, je peux comprendre le délire. Ah, c'est un pirate, du coup, tiens, on te met des algues. Pourquoi pas? Mais alors, ces codes couleurs, ce vert et le rouge de ses yeux vraiment flashy, là, c'est un méchant typique de dessin animé pour enfants. Qu'est-ce que ça nous a montré concrètement cet épisode? Moi, j'ai vu tous les défauts de The Book of Boba Fett. Et en parlant de The Book of Boba Fett, donc, on a appris, il y a 2 semaines, par Favreau lui-même, hein, que l'entraînement avec Grogu et Luke Skywalker, ça s'est étalé sur 2 ans. Ça aussi, ça ne va pas du tout. Tu ne ressens pas cet impact. Enfin, je veux dire, vous imaginez, Mando, il a vécu sans Grogu pendant 2 ans. On a bien vu ce que ça lui faisait. À Mando, c'était très intéressant, ça, sa psychologie de personnage. Elle était plus sombre, plus badass, ça n'allait pas du tout, on le voyait bien. D'autant plus que là, on ne sait pas des repères par rapport à la saison 1. Ce serait bien d'avoir des repères de temps, je parle. Combien de temps il s'est écoulé en tout? C'est important, ça. Pour revenir à The Book of Boba Fett, on va se lancer dans une petite analyse. Moi, je vais souligner 2 choses. Les facilités scénaristiques très maladroites de Jon Favreau et son écriture pour enfants de 3 ans que l'on a retrouvé donc, comme je le disais, dans ce premier épisode de saison 3. Alors je suis bien conscient qu'un seul de ces défauts d'écriture, ça peut passer, mais mis bout à bout, en fait, on se rend compte que c'est de la mauvaise qualité d'écriture. Et bon, comme c'est The Book of Boba Fett, vous verrez, on va aussi s'arrêter sur 2-3 petites choses qui étaient franchement marrantes. Voilà, c'est une analyse, mais il faut aussi en rire à côté. Sinon, à quoi bon? Et pourtant, je me suis aussi arrêté sur 2 points positifs de Favreau. Voilà, moi, je ne cherche pas à le détruire, je cherche à démontrer, à souligner encore une fois. Allez, c'est parti, on se lance et on se retrouve après. Il y a les 2 Hutt là qui revendiquent le trône de leur cousin Jabba. Là, je vous mets que le plus gros des dialogues intéressants, entre guillemets, on va dire, pour cette scène. Il suffit donc que Boba dise juste cette phrase, voilà, il faut m'éliminer, pour finalement... Voilà, ils repartent. Pourquoi ils ont fait tout ce chemin, finalement même pas pour discuter, pour essayer, voilà, de parler business quand même, à faire, essayer de négocier si vraiment tu ne veux pas de bain de sang, alors pourquoi tu te ramènes avec tout ça, avec tout ce peuple-là, et puis bien sûr avec Cran Santan, le ramener. Pourquoi en fait? C'était quoi? C'est juste une espèce d'avertissement? Il y avait d'autres manières pour introduire ces 2 Hutt-là. Je ne vais pas faire que critiquer Jon Favreau, la preuve là. Laze et Camille, c'était des amis de Luke Skywalker. Ils ont été créés et interprétés dès Un Nouvel Espoir, donc il y avait une scène coupée. Ça par contre je trouve ça très intéressant et très respectueux au niveau du lore. Alors peut-être que certains diront fanservice, mais par contre, de la part de Favreau, j'ai trouvé ça vraiment bienvenu. Bon après voilà, là c'est pas que l'écriture, hein. Là c'est la réalisation aussi, la direction d'acteur. Tu comprends, hein, je comprends l'intention, mais ça faisait un peu trop... voilà. Comment casser un mythe? C'est la fameuse attaque du train. Souvenons-nous donc qu'ils sont partis d'un point A dans le désert, la scène a duré plusieurs minutes donc, et là, regardez. Ils viennent d'où, eux? Ils ont fait je ne sais combien de kilomètres, le train je parle. Ils viennent d'où? Ça veut dire que quoi en fait? Ils sont 10 000 de cette même tribu à avoir été postés un peu partout sur une longueur de je ne sais pas moi 50 km? Un minimum de crédibilité, c'est tout ce qu'on demande en fait. Petite réhabilitation des Toscanes. Voilà, depuis la sécheresse nous nous cachons. D'autres tribus ont survécu en tuant. C'est-à-dire quoi? La mère d'Anakin quoi? En quoi ça leur... aurait permis de survivre en tuant, sauf s'ils avaient, je sais pas, demandé une rançon ou quelque chose comme ça, expliquer un peu plus en profondeur. Ça c'est très bien par contre. Utilisation d'un des dessins de Ralph McQuarrie.
Et ça, vraiment, c'est remarquable, c'est pas que sur The Book of Boba Fett, hein. Ils l'ont fait aussi sur The Mandalorian saison 2, les fameuses araignées, justement. Voilà, ça aussi, ça venait d'un concept de Ralph McQuarrie. Heureusement, hein, il y a toujours des choses auxquelles se rattacher dans Star Wars en termes parfois de direction artistique ou d'animatronique, toujours un excellent taf, le sound design en général très très bon aussi également, prend son temps. Là, il se fait presque mettre à l'amende, franchement, par ces espèces de Power Rangers, alors que dans des comics, c'est un peu le Wolverine, on va dire, de Star Wars, entre guillemets, dans le sens où il a du métal dans son corps, et pas que, c'est un excellent gladiateur, et là Favreau le réutilise, un peu comme Filoni, mais sans respecter vraiment le lore. C'est tellement mauvais, non mais... On va parler de Favreau et Filoni. Luke qui lui parle de Yoda. Aucune réaction de Grogu. Zéro réaction de Grogu encore. On sait bien que Grogu est un peu amnésique, mais souvenez-vous, dans l'épisode La Jedi de la saison 2 de The Mandalorian, Ahsoka, quand elle parlait avec Din devant Grogu, elle lui disait qu'elle a connu quelqu'un comme lui qui s'appelait Yoda, et Grogu réagissait. Il tournait la tête et Ahsoka acquiesçait. D'accord? Ça c'est marrant parce que cet épisode-là, il est écrit aussi bien par Favreau que par Filoni, le roi des retcons et qui se retconne parfois lui-même. Ça aussi, j'ai horreur de ce genre d'écriture, regardez bien. Voilà, il s'apprête à les convaincre après, hop, il est braqué. Oh, Moussa Slay, oh finalement oui. Enfin, ce genre de truc, franchement, vu et revu. Et c'est marrant parce que ça, j'avais dit exactement la même chose sur cette vidéo réaction il y a un an. Après, je suis bien d'accord que des comic relief, il en faut entre guillemets. Même si bon, ce n'est plus possible. Mais bon, là, on est en 2023. Vraiment, si vous voulez mettre du comic relief, si vraiment, voilà, c'est la norme, les cahiers des charges à respecter pour l'entertainment, faites-le bien. Voilà donc ce qu'il en est pour cette petite analyse. Ça ne servait à rien de s'étendre, puisqu'en général, on les connaît, ces défauts d'écriture. Et voilà. Là, ça me fait peur quand même. J'espère que Favreau va retrouver un peu, bon, c'est un bien grand mot, sa qualité d'écriture des 2 premières saisons. On ne pourra pas trop t'en demander de toute façon à toi, Jon Favreau. Surtout que lui, c'est vraiment le happily friendly. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on avait appris qu'il avait appelé les frères Russo par rapport à la mort d'Iron Man dans Avengers Endgame. Ah non, vous ne pouvez pas faire ça parce que le public va être anéanti. Disney doit bien être content d'avoir un tel scénariste comme lui pour les familles. J'espère qu'on ne va pas droit dans le mur avec The Mandalorian. C'était franchement une série respectable. Certes, de l'entertainment, mais voilà, on peut faire de l'entertainment convenable sans que ce soit aussi travaillé que l'excellente série Andor. On peut. Mais là, attention, voilà, attention à la qualité. Moi, tout ce que j'espère, encore une fois, c'est que ça ne baisse pas, qu'il va retrouver un petit peu de sa superbe. Non, là aussi, c'est un bien grand mot, superbe. Non, on peut pas dire ça de Jon Favreau. Au bout d'un moment, faut être réaliste. Voilà, c'est tout. Et objectif. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, si vous suivez cette chaîne, vous êtes bien sûr, en général, en accord avec moi. On a le même prisme. Sinon, bah, je vous conseille d'aller sur d'autres chaînes qui, eux, encensent le Star Wars plus conventionnel, qui ne voient pas les défauts. Et tant mieux qu'il y en a qui ne voient aucun défaut. C'est très bien, comme pour la musique de Goranson qui est absente. Ça se ressent beaucoup. C'était important, l'identité musicale de The Mandalorian sur les 2 premières saisons. Donc voilà, après, chacun son Star Wars. Hein. Si tu apprécies le conventionnel, tant mieux pour toi. Même moi, je t'envie. Je t'envie. Mais bon, un minimum quand même. Il faut un minimum de qualité. Surtout que Star Wars s'est assez fait détruire au fil de ces dernières années. C'est pour ça que moi, en général, je me focus que sur les romans, c'est là où on retrouve la meilleure qualité d'écriture. Andor a très bien su le faire. Voilà, cette même qualité d'écriture que les romans. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour la partie Favreau. Et là, donc, je laisse la parole à William pour la partie Filoni. Et vous allez voir, il y a des choses à dire. Le problème principal de Filoni, c'est vraiment le fait qu'il veuille introduire ces personnages de partout, sans pour autant que ce soit forcément nécessaire ou qu'il y ait des choses intéressantes à raconter. Il y a eu vraiment quand même beaucoup de réflexions sur Tales of the Jedi par rapport à la partie d'Ahsoka, la nécessité non nécessaire de sa présence dans la série, surtout sur les épisodes en fait, sur des choses qu'on a déjà vues qui n'étaient vraiment pas nécessaires alors qu'on aurait pu développer d'autres personnages. Donc là, pour moi, la force d'écriture de Filoni, c'est vraiment d'avoir fait plein de choses assez intéressantes au niveau Clone Wars, notamment dans la saison 6 et la saison 7. La saison 7, l'arc de Mandalore est très bien écrit.
Le retour de Maul qui est un peu quand même bon, discutable, en tout cas a été bien géré dans ce cas-là pour moi. L'arc de Mandalore sur l'ensemble, avec l'ordre 66 au niveau d'Ahsoka, il reste quand même très cohérent. La finale de Clone Wars est très touchante, donc là-dessus, si c'est Filoni en tout cas qui était à l'écriture, il y a un excellent travail là-dessus. L'ensemble de la série, j'ai beaucoup apprécié notamment la saison 6 qui propose par exemple Plo Koon et ses clones qui vont directement retrouver le sabre laser de Saifo Dyas dans l'épave, la scène dans le désert avec la tempête de sable. Visuellement parlant, c'est très intéressant. Filoni, je pense qu'il a une très bonne direction en termes visuels, en termes de storytelling. En fait, comme George Lucas, c'est-à-dire, il arrive vraiment à faire de belles choses visuelles, par exemple de belles batailles, comme dans l'épisode 3, la bataille de Kashyyyk, ou Tapao, les scènes de l'ordre 66. Vraiment, il a une identité visuelle, il arrive à créer des choses très intéressantes. Mais là où il y a une faiblesse, c'est au niveau du développement de ses personnages et de son écriture de scénario, de dialogue. En fait, on retrouve les mêmes défauts, les mêmes problèmes qu'avec George Lucas. C'est pour ça que Filoni, c'est un très bon successeur, mais pas forcément dans le bon sens, puisque, ne serait-ce qu'au niveau des retcons, par exemple, le comics Kanan, le dernier Padawan, on a eu un très très gros retcon dans Bad Batch, et comme beaucoup de gens le savent, George Lucas a également fait des retcons dans ses films. Pas forcément au grand plaisir de tous, notamment dans l'épisode 6, le rajout du nom de Dark Vador qui était complètement non nécessaire, ou d'autres modifications, je veux dire le fait de modifier un film comme ça qui a déjà été fait parce que le créateur d'origine n'était pas content avec ça, enfin c'est le fait de modifier le travail de quelqu'un d'autre, en fait c'est quelque chose qui a été assez fait par George Lucas et quand même assez critiqué malgré tous ses fans. Donc des choses qui sont à revoir. Donc pour Filoni, ce qu'on ne comprend pas, c'est ce retcon au niveau de Bad Batch sur ce comic book de Kanan, dernier Padawan. Donc on est sur une scène de l'ordre 66 qui est vraiment ici totalement différente. Comme vous pouvez le voir sur ce plan-là, on a beaucoup plus de personnages, on a une ambiance qui est beaucoup plus sombre. Donc on est un post-bataille, on est un peu plus tranquille comparé à la série de Bad Batch, on est sur un thème totalement différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dave Filoni, son écriture au niveau de Rebels, on ne sait pas si c'est son écriture à lui ou s'il avait le cahier des charges de Disney qui lui avait dit il faut que tu fasses la série de telle manière ou de telle manière, il faut que ça colle au niveau des enfants. Cette partie-là, donc même si on le tient, on va dire, non responsable, pour moi il y a quand même une grosse responsabilité. Clone Wars, avant d'être chapeauté par Disney, était totalement sous Lucasfilm jusqu'en 2012 au rachat de la société, donc volonté de vente de produits dérivés, et bon, évidemment, ce que George Lucas a toujours voulu faire aussi avec Star Wars, parce que forcément il y avait beaucoup d'argent derrière, donc là on voit bien que ça reste le style d'écriture de Filoni, et que même avant ça, je veux dire, la série Clone Wars était quand même relativement enfantine dans l'écriture, notamment dans les premières saisons, saison 1, saison 2, je veux dire, on n'est pas sur quelque chose de très mature en termes d'écriture, on est sur quelque chose de très divertissant, qui va introduire beaucoup de personnages, beaucoup d'actions divertissantes, mais qui se rapprochent quand même sur un jeune public. Les comic books de Clone Wars Legend, pour moi, ce qui manque vraiment au Clone Wars de Filoni, c'est tout ce qu'il y a dans le Clone Wars Legend et le Clone Wars de Gennady Tartakovsky de 2003. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le Clone Wars de Dave Filoni? Déjà, premier problème, fin de l'épisode 2. Clone Wars de 2008, on a directement le personnage d'Anakin qui arrive, comme ça. Il a sa cicatrice, il est chevalier Jedi. On m'a parlé, il y a très peu de temps, d'un roman qui, apparemment, donnerait la promotion d'Anakin en chevalier Jedi quasiment immédiatement après l'épisode 2, au tout début de la guerre des clones. En termes de cohérence, quand on voit le personnage d'Anakin à la fin de l'épisode 2, son statut à la fin de l'épisode 2, écoute pas Obi-Wan, instable avec ses émotions, je veux dire, le film se passe quand même sur un temps très court, on a une personne qui n'est relativement pas prête à être chevalier, on a une personne qui est très instable en tant que padawan, enfin, clairement on ne pouvait pas lui accorder le rang de chevalier. Là-dessus, donc, vraiment, la série de 2003, elle propose quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est quelque chose qui a vraiment manqué dans la série de Filoni, c'est le manque d'émotion et de profondeur au niveau de ces scènes. Déjà, première chose que je trouve, la musique. La musique est beaucoup trop absente. On ne retrouve pas la patte musicale des films de la série Clone Wars de Filoni. Malgré certains efforts, je veux dire, regardez la série de 2003 pour ceux qui n'ont pas encore vu, vous verrez la différence en termes musical. On a vraiment l'impression de regarder l'épisode 2, l'épisode 3, d'autres nouvelles musiques également, mais qui se marient beaucoup plus avec la scène et qui sont pour moi beaucoup plus impactantes, qui font ressentir beaucoup plus de choses émotionnellement. Enfin, en tout cas, ça manque. Je veux dire, il y a un passage entre
entre Anakin et Obi-Wan avant la cérémonie, et même encore un, on va dire, après la cérémonie avec Anakin et Padmé. On a toutes ces choses-là qui sont absentes de la série, qui sont remplacées. Le Clone Wars de Filoni, c'est le problème qu'on a également avec le Mandalorian de Jon Favreau. J'ai l'impression qu'ils sont très friands de scénariser des épisodes fillers, c'est-à-dire qu'ils ne servent à rien. Et on a le même problème dans Bad Batch. On n'a que des épisodes qui servent à rien, qui ne font pas avancer l'histoire, qui ne développent pas de personnages intéressants. On a vraiment un manque, en tout cas à ce niveau-là. Donc c'était plus pour la partie globale sur, en tout cas, Clone Wars. Par rapport à cette série-là, ce qui manque également, c'est l'introduction de Grievous, encore une fois de plus, et dans les comic books, on a également les nombreux sièges de la bordure extérieure, les nombreuses batailles, qui manquent pour moi totalement à la série Clone Wars, qui est incomplète. Alors après, une fois encore, décision de Dave Filoni ou décision de Disney, car comme vous le savez, la série a été donc coupée en 2013. La vraie question, c'est est-ce que tout ça, c'est de la volonté de Dave Filoni au niveau scénaristique global, ou est-ce qu'effectivement il comptait faire certaines choses et elles lui ont été coupées, enlevées par manque de budget, décision, cahier des charges de la part de Disney. Donc c'est tous ces points-là qui sont en questionnement. Mais en tout cas, si la décision vient de Dave Filoni, pour moi il y a clairement un manque au niveau de Clone Wars, donc ça je vous en parlerai en conclusion de cette vidéo. Donc pour ensuite la partie vraiment qui me dérange, le problème majeur, c'est vraiment Bad Batch. Cette série, c'est juste pas possible. C'est créé par des Filoni, les personnages sont créés par des Filoni. C'est pas possible d'avoir des personnages comme ça dans Star Wars. C'est vraiment pas possible. On n'a aucune subtilité. On a des personnages qui sont. C'est même pas grotesque à ce niveau-là. Je sais même pas comment les décrire. Je veux dire, personnage de Hunter, c'est Rambo. Enfin, on a des personnages qui sont clichés, caricaturaux, pas drôles du tout. J'ai pas les mots pour décrire l'écriture de cette série qui en plus est en train de massacrer le canon des comic books. Donc Dark Times sont également sortis dans les années 2000, où on va présenter donc le personnage Dark Vador qui va traquer Twitch Jedi à la recherche en fait d'Obi-Wan. Il le traque, c'est son obsession pendant cette période juste après l'ordre 66. On a vraiment la traque des Jedi, on a la purge, on a une période qui est très sombre, très marquée, on a une grosse approche sur la psychologie du personnage de Vador en fait. Là actuellement il y a deux options parce que la série Bad Batch ne sert à rien, elle est en train de massacrer le canon de cette période-là, notamment au niveau de l'histoire, pour ceux qui le savent en tout cas. Les clones sont restés pendant plus de 2 ans avant que les Stormtroopers arrivent. Bad Batch, au bout de 2 semaines, on a les premiers TK Troopers qui sont les pré-Stormtroopers en fait. Il n'y a pas de Stormtrooper au bout de 2 semaines, c'est n'importe quoi, c'est pas de l'écriture, ça n'a aucun sens. Donc déjà, ils sont en train de retcon quelque chose qui était établi, parce que ça, avant d'être légende, c'était canon. Alors là, maintenant, c'est oui, mais non, mais il va rester un peu des clones. Non. Il est remplacé aussi vite après même pas quelques semaines, c'est impensable. En termes d'écriture, c'est juste pas possible de retcon un truc pareil, surtout que c'est la période la plus intéressante. Dans Bad Batch, ensuite, on passe à côté de tous les points intéressants. Le seul point qui était positif dans la série, en tout cas dans la saison 2, pour le peu que j'ai entre-regardé, cliqué sur 3 épisodes à certains moments, c'est le passage sur Kashyyyk où on va voir les Trandoshan et les clones impériaux qui vont s'allier, qui vont collaborer, en fait, ce que l'Empire a littéralement cédé Kashyyyk aux Trandoshan pour qu'ils puissent faire leur trafic de peau de Wookiee, donc en mode esclavagiste. Donc ça, c'est effectivement très présent dans les comics, c'est mentionné pas mal de fois. C'est la seule chose qu'ils ont respecté dans cette série en fait. La partie sur Kashyyyk, la situation des Wookiees, la présence de Trandoshan appuyée par les clones, etc. Bon, ça en tout cas c'est la seule chose qui est respectée, on va dire, dans la série. Le reste c'est de l'écriture, c'est même pas de l'écriture, c'est vraiment de l'écriture pour les enfants. On est encore sur la trame de Rebels avec des petits épisodes d'aventure, etc. Mais il n'y a pas, enfin, ça ne raconte rien, les personnages sont pas intéressants, ne sont pas attachants, ils sont tous énervants. Vraiment, le fait de gaspiller des ressources pour produire une série pareille, c'est pas possible, c'est vraiment impensable d'avoir un budget pour réaliser quelque chose d'aussi mauvais, c'est pas possible. Je veux dire, les premières saisons de Clone Wars étaient beaucoup plus intéressantes. Il faudrait que le budget soit limite réinjecté pour faire une remasterisation des premières saisons, ce serait limite beaucoup plus intéressant que cette série, la Bad Batch. Il faut vraiment que ça s'arrête à la saison 2, s'il y a une saison 3, c'est pas possible.
qui fait des choses comme ça. Le fait que ça existe, c'est pas un problème. Le fait, c'est que ce soit du canon actuel. Je ne me vois pas vraiment avec ces personnages-là introduits dans le canon, et ces personnes-là ont été créés par Dave Filoni. Bad Batch a été créé par Dave Filoni. Moi, mettre des délires comme ça dans le canon, je veux dire, même Robert Rodriguez, il ne fait pas des trucs pareils. Pourtant, Robert Rodriguez, il est dans son délire, on voit ce qu'il a fait avec Book of Boba Fett. Voilà. Autre problème ensuite de Dave Filoni, pour reparler de Book of Boba Fett, c'est son introduction permanente de tous ces personnages. Le personnage de Ahsoka, on va encore avoir une série dessus. Littéralement, les 7 saisons de Clone Wars sont entièrement dédiées à son personnage, sauf la saison 6 où on ne la voit pas. Tout le reste, c'est entièrement dédié à elle. On va avoir encore une série entièrement dédiée. Où va ce personnage? Même le personnage d'Anakin, on l'a pas vu autant, il n'a pas autant été développé. On a une surutilisation de ce personnage et d'autres personnages qui sont abandonnés, alors que dans les Clone Wars Legends, justement, tous ces personnages-là, les autres, Jedi, sont beaucoup mieux développés. Et là, Sekura et King Lando sont magnifiquement développés dans les comics. Ils ne sont absolument pas dans la série Clone Wars de Filoni. Et là, Sekura, on la voit pendant 2 épisodes de la saison 1, après on ne la revoit plus. Et le seul personnage qui a bien été développé, c'est Plo Koon. Les basiques, bien sûr, Mace Windu, etc. Mais Oporant 6, on ne le voit pas non plus. Il y a beaucoup de personnages Jedi principaux qui sont mis là vraiment en personnage background, en fait, comme l'avait fait George Lucas. Et c'est censé, la scène de l'Ordre 66 est censée être impactante, mais là pour le coup, on est juste ressenti par le personnage de Plo Koon. Kit Fisto, pour le coup, il meurt dans l'épisode 3 avec Palpatine, donc il n'est pas concerné, mais c'est à sa vie, aucun impact. Ki-Adi-Mundi, l'impact de la scène en elle-même, il est fort visuellement par rapport à la trahison qu'il ressent sur ce moment-là, en fait, mais vraiment, on a un manque. On a vraiment un manque de quelque chose au niveau des personnages. Même Ki-Adi-Mundi, on ne le voit pas assez. On ne voit pas vraiment on va dire, la force du personnage dans son ensemble, que ce soit au niveau mental en tant que Jedi ou même au niveau physique. Enfin, je veux dire, on a des épisodes, une fois encore, qui sont très, très grand public, très divertissants. Voilà, on a vraiment que des choses comme ça, c'est pas possible. Donc là, pour conclure globalement cette vidéo, pour en tout cas la série Tales of Jedi, comme j'ai dit, qui ne parlait vraiment trop d'Ahsoka, pour moi, ce qu'a fait Filoni, on a vraiment un manque, c'est vraiment un manque sur toutes les choses qui auraient dû être faites, les caméos de la saison 7, des sièges de la bordure extérieure. Là, clairement, Bad Batch, maintenant, on est dans cette situation-là, il nous faut vraiment d'autres saisons de Tales of the Jedi, parce que comme on l'a vu, Clone Wars c'est terminé, c'est fini, on ne peut pas y retourner, on ne peut pas réparer, mais Tales of the Jedi, notamment les épisodes sur Ahsoka, même si c'était pas nécessaire, ils sont quand même insérés un peu après la série, et même pendant la série, comme on l'a vu, la scène de l'entraînement de l'épisode 4, je crois, ou l'épisode 5, je sais plus. Donc on peut avoir des choses comme ça, on pourrait très bien faire une série Tales of Jedi avec donc tous les épisodes sur les sièges de la bordure extérieure, Felucia, Salukami, Kato Nemoidia, tous ces épisodes-là, des épisodes de 10-13 minutes qui rendraient les personnages beaucoup plus impactants, de voir l'interaction de la Sekura avec ses hommes, de comprendre pourquoi la scène de l'Ordre 66 est aussi violente, on n'a toujours pas l'explication qui pourrait rendre la scène plus impactante. Felucia, c'est une planète dans le lore Star Wars qu'on a vraiment envie de voir, envie de découvrir. En fait, il faut en montrer plus. Pareil pour le personnage de Mina Rendoli, le personnage de King Vos, on devrait avoir vraiment, pour moi, plus de vidéos. Je suis pas encore convaincu sur ce qu'a fait Filoni ou même sur ce qu'il va faire. Je peux pas critiquer avant de voir ce qu'il a fait. J'attends de voir la série Ahsoka, mais je pense que ça va être juste balancer tous les personnages qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire juste mettre en avant ce qu'il a fait encore une fois encore. Je pense quand même qu'il y a un problème d'ego avec cette personne, sur en tout cas ses productions et ses réalisations. Il veut vraiment trop mettre en avant ce qu'il a fait. Des fois ça marche, comme Cad Bane dans Book of Boba Fett qui avait une présence superbe à l'écran, qui était vraiment très bien interprété, très bien doublé, très bien représenté, le perso était bien intégré en tout cas dans la série, donc là c'était intéressant d'intégrer, mais par exemple avoir mis Ahsoka dans Book of Boba Fett, aucun intérêt, c'est du fan service qui n'a rien à faire là, enfin bref. Donc par rapport à ça, on va voir ce que va proposer la série Ahsoka. On verra bien ce que c'est, mais pour moi vraiment là, pour qu'on ait un Star Wars complet, donc de Dave Filoni, il nous faut vraiment qu'il corrige le rite de Anakin de passage en chevalier Jedi, les sièges de la bordure extérieure notamment. Pourquoi pas plus de développement du personnage de Dooku, par exemple, quand il va contacter Jango Fett pour la création de l'armée de clones, ça pourrait être quelque chose de sympa à voir, mais vraiment pour moi il y a un manque au niveau de la série Clone Wars. Il nous faudrait une série Tales of the Jedi, donc continuer cette trame là. Je vais au Star Wars Celebration au mois d'avril, j'espère vraiment qu'ils vont nous annoncer une suite de Tales of the Jedi, car c'est vraiment une série qui permettra pour moi de compléter
et on va dire de boucler la boucle sur tout ce qui a été fait au niveau de Filoni, parce que pour moi tout ce qu'il a fait c'est incomplet et Bad Batch, il faut vraiment que ça s'arrête. Voilà. Que dire en conclusion après tout cela? À part que Lucasfilm a laissé les rênes, surtout du plus gros de Star Wars, à Jon Favreau et Dave Filoni, on ne sait bien, avec le Mandoverse, mais si on recule, on voit que c'est surtout le Filoniverse. Donc est-ce qu'on va droit dans le mur? Je ne sais pas. Je ne veux pas avoir non plus cette vision pessimiste, nous verrons. Après, si c'est le cas, s'il n'y a plus rien à voir dans Star Wars de convenable pour les yeux un minimum avisés, et bien comme je l'ai dit, moi je vais me contenter des romans, de Andorre saison 1 et 2, et puis c'est tout, parce qu'il y a de quoi faire dans les romans, il y a vraiment de quoi faire. Moi c'est pour ça que je suis devenu fan de Star Wars, c'est parce que je me suis rendu compte que, ah oui, aussi bien séries, films, romans, comics et certains jeux vidéo, ça fait partie d'une même ligne narrative, ça fait partie d'une même timeline. Avant de vous quitter, je tiens encore une fois à remercier William qui a accepté cette proposition, parce que moi c'était vraiment à la toute fin de visionnage de The Mandalorian saison 3, épisode 1, là je me suis dit non, ça va pas du tout, donc on en a parlé avec lui, puisque voilà, on parle régulièrement, et là je lui ai demandé, vu que lui il est encore plus calé que moi sur le cas Filoni, même si sur Filoni j'en ai déjà parlé depuis un an sur la chaîne, mais lui vraiment a beaucoup plus de connaissances que moi, et je tenais vraiment à ce qu'il nous éclaire sur d'autres points. Et sachez également que ce sera avec William et une autre personne que je ferai le débrief de fin de saison de The Mandalorian. Voilà, c'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et que la force soit avec vous. Allez, ciao!